Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct, en replay bien sûr, chaque jour sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes et le lundi en supplément, en direct là aussi entre 13h30 et 14h pour le plan de trading de la semaine. Les équipes d'IG nous accompagnent chaque semaine pour déterminer, analyser les enjeux techniques de marché au terme d'un mois de novembre qui aura été un mois spectaculaire, un mois historique pour les allocations 60-40 en actions et en obligations. Le mouvement de rallye a été généralisé et suffisamment large pour entretenir de nouveaux espoirs, au moins pour la fin de l'année. On voit d'ailleurs que certains indices européens, comme le DAX, sont revenus à des sommets historiques. Nous évoquerons ces enjeux techniques avec Alexandre Baradez, avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Nous parlerons également allocation d'actifs, comment préparer son portefeuille en vue des mouvements de marché que nous pouvons imaginer pour 2024. Ce sont les équipes de Carmignac qui nous accompagneront. Kevin Tezet, membre du comité d'investissement de Carmignac, sera à nos côtés au démarrage d'une semaine qui démarre sur une note relativement tranquille en termes de dynamique de marché. Les indices actions en Europe sont plutôt en phase de digestion et on notera une semaine qui sera marquée par une série de statistiques autour de l'emploi américain. Nous aurons les créations d'emplois dans le secteur privé, les ouvertures de postes et le rapport mensuel sur l'emploi qui sera publié ce vendredi pour le marché du travail américain. Semaine qui sera marquée également par une rencontre au sommet entre officiels européens et chinois à Pékin jeudi, et puis des réunions européennes spécifiques avec l'Eurogroupe et l'Ecofin en fin de semaine en vue de préparer le Conseil européen des 14 et 15 décembre prochains. Votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Alexandre Baradez avec nous chaque lundi pour le plan de trading de Smart Bourse, chef analyste chez IG, à nos côtés en plateau. Bonjour Alexandre. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, on est encore marqué par ce mois de novembre dont on sort à peine, qui a été un mois historique, je le disais, sous différentes métriques, notamment pour le portefeuille global 60-40, actions et obligations, avec ce facteur taux qui a ramené un certain nombre d'indices actions sur des sommets annuels, voire des sommets historiques. Ouais. C'est clairement le thème du mois de novembre, et c'est ce qui est assez frappant, et moi qui a dépassé mes attentes très clairement, c'est la réactivité et le degré de réaction, la vitesse de réaction du marché action à l'ajustement des taux, qui a été je dirais sensible, oui, mais pas non plus complètement extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a bien compris pourquoi les taux ont commencé à lâcher tout doucement, des statistiques un peu moins bonnes aux États-Unis, des chiffres d'inflation qui continuent de refluer. Donc ça, le mécanisme, on le comprend bien. La vitesse de réaction du marché m'a en revanche surpris. C'est-à-dire, je pensais qu'on aurait pu avoir effectivement, autant on le verra sur les indices tout à l'heure, les niveaux de support, on pensait qu'il serait dangereux de vendre plus bas, donc là-dessus on ne s'est pas trompé, autant la capacité à réagir du marché, le squeeze, les flux aussi qui sont arrivés là derrière, ça je trouve ça un peu plus interpellant. L'effet taux a été démultiplié dans l'univers action. C'est ça, exactement. Et pour autant, on voit que les banques centrales à ce stade, c'est-à-dire que si le marché action joue l'effet taux, ce qui est le cas, il faut aussi, assez rapidement je pense, que la rhétorique des banques centrales accompagne, abonde ce mouvement-là, abonde dans ce sens. Parce que sinon le message ce serait quoi? C'est de dire on déploie à nouveau les multiples, forward notamment, mais si les banques centrales n'offrent pas rapidement la garantie que oui, le pivot est bien pour le T2 et voire milieu T2, voire peut-être même début T2 pour la BCE, ce qu'on voit sur l'euro, les anticipations, l'euro qui est un peu bas aussi, ça tire les marchés actions européens, parce que le marché se dit que probablement la BCE cette fois-ci ira avant la Fed. Si rapidement tout ceci ne se met pas en place dans la bouche de Christine Lagarde ou de Jérôme Powell, le risque il est qu'effectivement à un moment donné le marché soit un petit peu parti trop vite. Et en fin de semaine dernière, je pense que beaucoup attendaient ce moment-là, c'est l'intention de Jérôme Powell, parce que finalement dans la semaine on a vu des grands écarts au niveau des speakers de la Fed. Ça avait commencé avec un speaker Christopher Waller, qui avait clairement lui commencé à parler d'hypothèses de baisse de taux si l'inflation va de manière cadencée vers 2%. Donc c'est le tout premier qui entrouvre la porte des baisses de taux. Et à la suite de ces propos, d'autres de la Fed, Parkin ou autres, 3 ou 4 sont exprimés. Eux, en revanche, mettaient le curseur beaucoup plus à droite. En gros, on parle prématuré de baisse de taux, exactement. Et donc Jérôme Powell, c'était un peu
la conclusion de tout ça, il s'est quand même placé plutôt à droite, Jérôme Powell. Hein. Il a reconnu classiquement que l'inflation a fait des progrès, que l'emploi s'était un peu détendu, mais il y a eu des mais à chaque fois. Mais ce n'est pas encore suffisant. Mais le marché de l'emploi reste encore très fort, pour prendre ses propos. Il dit, et ça c'est même assez surprenant comme phrase, il dit nous ne sommes pas encore sûrs que les conditions financières soient suffisamment restrictives, alors que jusqu'à présent le discours c'était elles le sont pour ramener l'inflation à 2%. C'était moins la question du sont-elles suffisamment restrictives que la question du plateau qu'on allait devoir traverser. Et le marché a une oreille très sélective par rapport à ça, vous dites, Alexandre. C'est intéressant parce qu'ils ont tellement tordu la forward guidance depuis 18 mois que ce moment est intéressant. On voit que leurs paroles, alors je ne vais pas dire qu'ils ont perdu leur crédibilité, elle est là et elle est solide, mais on voit bien que dans ce moment-là où on guide les marchés vers les données, le marché il fait ce qu'on lui dit. Il suit les données, il est forward-looking, et finalement, la rhétorique des banquiers centraux est peut-être un peu secondaire. Oui, c'est possible. C'est sûr que l'épisode qu'on avait eu pendant 3 mois... Mais c'est un risque, j'entends bien, de ne pas écouter ce que disent les banques centrales. Disons, encore une fois, la réaction initiale me paraît juste, parce que pendant 3 mois, on se souhaite T3 très très résilient, et toutes les stats américaines qui étaient toutes meilleures les unes que les autres, effectivement, ça repoussait ce sentiment, et on disait, mais finalement, il y aura peut-être une, voire 2 hausses de taux de plus. Donc, d'un seul coup, avoir eu des proportions d'emploi moins bons, des ISM un peu moins bons, JOLTS moins bons également, voilà, les choses commencent à se mettre en place. Mais c'est plus la fonction de réaction, la vitesse de réaction qui me paraît effectivement, et j'ai l'impression que les banquiers centraux, ça peut un peu les gêner parce que, encore une fois, la lutte contre l'inflation, c'est un combat de longue haleine. Et si même à la marge, les détentes des conditions financières, on commence à voir ce taux de crédit aux États-Unis, le taux de 30 ans qui est à 8% et quelques, qu'on les retrouve plutôt vers 7% désormais, 7,2, 7,3. C'est pas tout à fait 100 points de base de moins. Je ne dis pas que ça va amener d'un seul coup une respiration phénoménale sur le marché du crédit immobilier aux États-Unis, mais ça peut contribuer à freiner le retour d'inflation à 2%. Et il me semble que ça, c'est quelque chose que les banques centrales ne veulent pas voir ou prendre le risque de voir. Elles ne laisseront pas le marché aller trop loin dans l'assouplissement des conditions financières. Le mois de novembre a été un mois de spectaculaire assouplissement des conditions financières. Les spreads de crédit se sont resserrés, le dollar a baissé, le pétrole aussi apporte un peu d'air, etc. Et les marchés actions, bien sûr. Venons-en au DAX, qui marque, je crois, ce matin, un nouveau sommet historique, Alexandre. Parfois de manière incroyable et qui même dépasse. On parle de l'Allemagne comme le maillon faible de l'Europe aujourd'hui. C'est exactement ça. Et du coup, c'est vous voyez, la zone en violet, c'est ce qu'on voyait il y a quelques semaines ensemble. On disait, voilà, sous cette zone, il y a assez peu de chances d'un point de vue de l'envie des investisseurs d'aller en dessous, parce que le gros de la purge, en gros, c'est 2022. Donc, ça ressemblait plus à un écho de 2022 en plus faible. On disait, attention, sous 15 000, il y aura pas beaucoup d'opportunités, il ne faut pas être trop vendeur là-dessous. Donc là-dessus, on ne s'est pas trompé. Par contre, dire on va passer de sous 15 000 à 16 000 et quelques sommet, là, ça allait un peu vite. Et c'est vrai que oui, le pattern global, c'est celui dont on pense que ce sera le bon dans les mois à venir. Ça, en gros, on a un énorme biseau qui passe par les creux de 2020, 2022, vous reliez les sommets. Ça vous donne, je pense, la trajectoire dans les mois et ensuite sorti par le haut du biseau. Donc, on est toujours optimiste moyen terme, si vous voulez. Il n'y a pas de raison d'imaginer qu'on ait un double top sur le DAX, ce genre de choses. Mais en revanche, le biseau, comme pour le CAC 40, est extrêmement large. Et cette zone, en gros 15 000 et 16 000 et quelques, moi, je verrai aujourd'hui plein d'arguments pour y rester. On parle du DAX, donc c'est un indice assez peu de valeur de croissance, beaucoup de valeur domestique quand même, ou en tout cas européenne. Ce qu'on voit de l'Europe, même si ça se stabilise un peu au niveau des PMI d'activité manufacturière notamment, ça se dégrade plus en tout cas. La partie service a continué de se dégrader. Donc on peut se dire, donc le DAX, il joue finalement la stabilisation du PMI manufacturier. Mais entre jouer une stabilisation et jouer une expansion, là on a l'impression qu'il joue l'expansion. Il joue un PMI qui serait revenu au-delà de 50. Comme pour la Chine, on comprend bien le lien Allemagne-Chine, etc., sur les flux. La Chine aussi, on en parle régulièrement. On voit que ça s'est stabilisé un peu sur le high yield chinois, dans la partie notamment de l'immobilier. Donc, on voit les PMI d'activité se stabiliser aussi un peu en Chine. Donc, on peut comprendre qu'il y a une envie de remettre un peu de DAX dans ses portefeuilles. Mais de faire de point A au point B en ligne droite, sans étape, voilà, c'est là que moi, je suis moins à l'aise. Et encore une fois, par sa composition... Se dire que les multiples repartent tout de suite comme ça, moi je verrais bien, encore une fois, il y a ce que moi je verrais, puisque le marché en fera, je verrais bien une pause quand même sous les sommets. Pour moi, les sommets ne doivent pas passer tout de suite dans une optique qui serait une optique, encore une fois, disons, de consolidation, hein, pas de retournement ou autre, mais une consolidation. Les mouvements sont tellement abrupts que parler encore d'un range de 10% pour le DAX, pour moi, n'aura absolument rien de fou par rapport au valo, par rapport à la macro, par rapport au niveau technique aussi. Donc pour moi, je suis assez peu appétant à ce niveau-là. Au-delà de ces niveaux, vous dites, on bascule dans une forme de complaisance ou d'anticipation un peu trop lointaine qui devient un risque pour les investisseurs. Tout dépend de son portefeuille. Si effectivement on achète, et ça c'est plutôt effectivement la partie des gestions, sur des horizons de plusieurs trimestres,
il n'y a pas d'obstacle, et on disait ça il y a déjà quelques semaines, donc on ne se renie pas là-dessus. Si c'est dans une optique de 12, 18, 24 mois, évidemment, pas de souci pour mettre du DAX. Si c'est dans une optique un peu de swing, ou de travail des mouvements de quelques jours à semaine, moi je verrais bien quand même plutôt un retour des retracements de 5, 6, 7% dans cet espace-là, entre la partie violette et la partie rouge, plutôt qu'une accélération vers les sommets et au-delà. Qu'est-ce qu'on peut dire des grandes valeurs tech américaines à travers donc l'indice Nice Fang Plus, qui comprend aussi, je crois d'ailleurs, des valeurs tech chinoises. Il n'y en a plus. Il y en a plus. À l'époque, il y en avait. Donc c'est toujours 10, 11 valeurs, mais j'ai vérifié. Peut-être qu'il en reste une, mais en tout cas, à l'époque, il y en avait 3 et ça a été sorti. Mais en tout cas, ça reprend les 7 magnifiques qui pèsent plus de 80% de l'indice. On nous dit que le mois de novembre a été un mois de rallye élargi. Oui, tout y est passé, les small, les larges, la value, la tech, etc. On note quand même là, depuis quelques jours que par exemple des indices un peu plus cycles, type Dow ou autres, surperforment. On le voit aussi à la partie européenne, typiquement le DAX, il n'y a pas beaucoup de croissance là-dedans, ça performe bien. Et la tech, en revanche, on voit depuis, vous voyez, il y avait le sommet de 2021 qui était donc largement corrigé. Ensuite, on repart très vite, le thème intelligence artificielle qui booste, et qui permet de passer d'ailleurs le record historique là-dessus. Les 3 mois dont on parlait, un T3 où ça consolide un peu de biseau comme ça, canal baissier. Donc on sort très vite par le haut. Voilà, la sortie par le haut, on la comprend du point de vue de la détente des taux. Après, qui une force motrice pour permettre de restituer ces sommets et de continuer à accélérer derrière. On connaît tous ces performances. En gros, les 7 magnifiques qui font 3/4 de la perte du S&P. Au-delà de ça, c'est l'aspect taux qui, pour moi, au-delà de l'aspect poids dans le S&P ou autre, c'est l'aspect taux. Pour moi, les taux, oui, sont sur une partie, on a touché le plafond. Ça, il y a pas trop de débat là-dessus, je pense. Pas d'hausse de taux supplémentaire à prévoir. Mais un effet de consolidation qu'il va falloir. Vous voyez des valeurs comme Microsoft ou autres, ça devient questionnant sur la dynamique, sur les multiples. Les derniers résultats, même si on voit qu'on est sorti de la phase de contraction des bénéfices aux États-Unis, 3e trimestre consécutif, on est sorti là sur la dernière publication. Est-ce que pour autant on doit jouer l'expansion à nouveau des multiples sur les bases actuelles des taux? Donc pour moi, je verrais bien, vous voyez, un retour. Je sais que c'est un peu négatif, mais je verrais bien un pullback sur l'ancienne zone de consolidation, l'espèce de canal baissier, revenir dans cette zone et finalement élargir la zone de consolidation. C'est entre le point bas du T3, grosso modo, avant le squeeze. Je verrais bien cette zone-là devenir un peu une zone de range pendant quelques mois et donc réintégrer pleinement cette zone-là pour les valeurs tech américaines. Donc c'est pas hyper baissier, mais c'est plutôt consolidant plutôt qu'un rallye cadencé vers de nouveaux records. Où va le pétrole, Alexandre ? Le pétrole, on retrouve le thème macro dont on parle. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les actions aussi, cette divergence massive entre ce que font les matières premières, en tout cas le pétrole. Ouais. Le cuivre, c'est un peu plus nuancé sur la partie industrielle. On comprend que la Chine rassure un tout petit peu. On voit des métaux industriels, c'est un peu stabilisé. Mais sur le pétrole, vous avez d'un côté la baisse du pétrole qui peut contribuer aussi à la détente des taux, par le fait qu'on pense qu'il y aura du coup de moins en moins de chances d'avoir une inflation qui reparte si l'énergie ne repart pas elle-même. Donc on comprend que ça puisse contribuer à la détente des taux. De l'autre côté, à quel moment la baisse du pétrole devient un macro négatif. Macro, exactement. Et là, vous voyez, il y a eu un rebond la semaine dernière qui a été très très vite vendu par les opérateurs, et on retape des zones à 72, 73 qui sont vraiment des zones très marquées d'un point de vue technique. Si ça lâche, vous avez derrière des zones, c'est 5-6 $ plus bas quand même. Donc ça commence à faire des zones où l'Arabie Saoudite sera évidemment inconfortable, l'OPEP+ sera inconfortable. On peut expliquer le fait que le pétrole, jusqu'à présent, une partie de la baisse s'explique par le fait que les États-Unis, eux, produisent de manière moins de pure activité, mais qui produisent de manière... on a battu les niveaux pré-Covid d'ailleurs, en termes de production globale. Donc ça peut s'expliquer par cette... Mais à la fois... on entend qu'on est toujours en déficit de capacité et que l'économie a plus besoin de pétrole qu'il n'en arrive. Pour autant, le pétrole continue de baisser. Donc, à quel moment ça devient un projectif de ralentissement à venir? Et moi, si vous voulez, si on commence à passer avec le pétrole sous les 72 et qu'au moment les indices retracent un peu, c'est assez courant, c'est un macro qui l'emporte. Pour jouer long pétrole, pour moi, il faudrait que les indices ne lâchent rien du tout, que le pétrole remonte à 76-77. Et à ce moment-là, on aura la thématique, la macro tient, le pétrole va commencer à jouer ça, et là on joue un rebond à 85 et 82, 85, voilà. Mais là, on a une espèce de carrefour quand même entre les divergences sur la partie indicielle, le sentiment, et ce que le pétrole nous montre, qui pour l'instant est quand même très pesant. Compliqué, hein, effectivement. Bon, il y a la question de la demande pour le pétrole, mais l'offre aussi, vous l'avez dit, c'est quand même une offre qui s'est améliorée avec les États-Unis, et puis même l'Iran. Là aussi, c'est difficile de mesurer, mais c'est quand même, voilà, il y a une offre quand même qui s'est améliorée de ce point de vue-là. Merci beaucoup, Alexandre. Merci pour votre éclairage technique chaque lundi, 13h30 en direct, à retrouver en replay sur bismart.fr ou encore en podcast, le plan de trading de Smart Bourse. C'était votre programme avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.
Évoquons à présent les perspectives en matière d'allocation d'actifs, au moins pour le démarrage de l'année 2024, dans le sillage de ce mois de novembre qui reste, vous l'avez compris, le point de discussion majeur encore aujourd'hui. Kevin Tauzet à nos côtés, membre du comité d'investissement de Carmignac. Bonjour et bienvenue Kevin. Merci Grégoire. Votre lecture de ce mois de novembre, effectivement, donc c'est le schéma Goldilocks, le schéma boucle d'or, la désinflation s'accélère et en même temps, la capacité de l'économie américaine notamment à résister semble être toujours là. Est-ce que c'est un mois de novembre qui est encourageant pour la suite ou est-ce que sur le plan de l'investissement, c'est un mois de novembre qui appelle à une certaine méfiance désormais ? Alors c'est vrai que si on regarde au vu de l'histoire, je crois que c'est le meilleur mois de novembre qu'on ait eu. Le dernier qui était aussi bon, c'était en novembre 2020. Donc voilà, post-réouverture avec tout l'enthousiasme que ça pouvait... C'était les vaccins, si je dis pas de bêtises. Ça, tout l'enthousiasme début novembre, bien sûr. Que ça pouvait susciter. C'est vrai que, on pourrait, au vu de ce que disent les banques centrales, estimer que ça y est, le travail est fait. Donc, si on projette la trajectoire d'inflation, l'inflation va revenir à 2% fin de cette année, début 2024. Et ça, avec on va dire un atterrissage en relative douceur, sans que ça fait trop de dommages aux économies, que ce soit américaines ou européennes. Donc ça, c'est on va dire la vue un peu angélique. L'autre, c'est de se dire quand même que le pic d'inflation, il s'est produit il y a plus d'un an de ça. Ouais. Donc septembre, octobre, presque novembre 2022. Et pour autant, le pic des taux d'intérêt, lui, il n'était pas il y a un an, il était il y a un mois. Ouais. Et donc là, il y a en effet cet effet rattrapage auquel faisait allusion Alexandre. Donc ça, c'est le constat. Et ensuite, la question, c'est vers quoi est-ce qu'on se dirige. C'est vrai que pourquoi est-ce qu'on a un tel rallye, je crois, sur les marchés d'actifs risqués, parce que c'est vrai sur les actions, c'est vrai sur les marchés de crédit aussi, c'est que comme on avait une économie qui était très forte, on a encore une révision à la hausse des chiffres de PIB américains à plus de 5%. Il y a tous les effets extraordinaires auxquels on a pu gloser, que ce soit Taylor Swift ou autre, mais pour autant, l'économie américaine était très forte. Et c'est vrai que quand on a une économie qui est très forte, qui est très résiliente, ce narratif de marché, donc boucle d'or, ou un narratif de marché comme quoi les mauvaises nouvelles économiques sont une bonne nouvelle pour les marchés financiers, ils peuvent se mettre en place. Parce qu'une mauvaise nouvelle économique, quand on part de très haut, il se passe un peu de temps avant que ça devienne vraiment négatif. Préoccupant. Ouais. Et donc, partant de là, soit on se dirige vers ce scénario-là, plutôt donc boucle d'or, soit on a un autre où il faut faire un petit peu attention à ce qu'on souhaite, parce qu'une baisse des taux d'intérêt trop forte, c'est aussi un signal précurseur, en tout cas des marchés obligataires qui vous disent que la conjoncture économique, elle se dégrade. Et là, attention à ce qui se passe sur les marchés d'actifs risqués. D'accord, mais pour vous, le risque 24, c'est plutôt une dégradation plus significative que ce qu'on imagine aujourd'hui de la croissance économique. C'est pas tant des facteurs de rebond vis-à-vis de l'inflation. Ouais, alors c'est-à-dire que si je vous déroule le scénario économique de Carmignac en quelques secondes, en quelques minutes, ce qu'on anticipe, c'est plutôt, on va dire, un lent ralentissement, un ralentissement au ralenti de l'économie mondiale. On a quand même plusieurs facteurs qui expliquent cela. Le premier, c'est qu'on a eu un choc sur les taux réels qui était absolument massif. On parle du mouvement de baisse des taux, il reste quand même en absolu sur des niveaux qui sont élevés. Les taux réels, ils restent en territoire extrêmement restrictif. Pourquoi est-ce que ce choc sur les taux nominaux et réels, il met tant de temps à diffuser dans l'économie et notamment aux États-Unis ? C'est parce qu'on a des marchés de l'emploi qui sont encore relativement tendue. Et donc ça veut dire que l'inflation salariale, elle reste là, moins vigoureuse que par le passé, mais elle reste là. Vous parliez des chiffres de l'emploi américain fin de semaine, il est quand même encore attendu, un peu moins de 200 000 emplois créés sur le mois. C'est les niveaux qui prévalaient pré-Covid. On était déjà en plein emploi. Donc, c'est moins d'excès par le passé, mais quand même, on a eu un marché de l'emploi qui est tendu. Dans cette même phase, on a ce mouvement de désinflation. Et donc là, on a un revenu réel, des salaires réels qui restent en territoire positif aux États-Unis et qui vont passer en territoire positif en zone euro. Donc ça met une forme de coussin sur la trajectoire de croissance. Il y a un cycle dans le cycle avec toute cette thématique du restockage sur le secteur manufacturier. Il y a quand même des bilans d'entreprise qui sont sains, c'est-à-dire que jamais on a eu, on va dire, une qualité de crédit dans les indices de crédit listés qui était aussi bonne que quand la Fed a commencé à remonter ses taux d'intérêt. Donc tout ça pour dire que ça prend du temps, ça se fait petit à petit. Et puis enfin, on a la Chine qui semble vouloir se détendre sur le plan économique et géopolitique. Et tout ça presse plutôt en faveur d'un ralentissement de l'économie mondiale. Très graduel. Très graduel.
Et nous, le point de pivot, alors pas des banquiers centraux, mais de la trajectoire de croissance, on le met sur la moitié de 2024, sur la fin du premier semestre de 2024, où là, on pourra avoir une économie américaine qui bascule en récession. Une spirale plus négative. Exactement. Ça, c'est le risque pour vous, deuxième partie 24. Tout à fait, parce qu'on aura toutes ces problématiques de refinancement qui commenceront à se matérialiser d'une part, et puis, on l'a dit souvent, la politique monétaire, elle agit sur l'économie réelle avec un certain délai, on sera en plein dedans. Ça veut dire qu'il y a l'idée d'un soft landing qui va tenir pendant encore quelques mois, et qu'après, comme tous les atterrissages donnent l'impression d'être doux au démarrage, il y a un risque que l'atterrissage soit quand même au final un peu plus brutal. C'est ça. Il y a tout à fait ce risque-là, et c'est comme ça qu'on pilote nos portefeuilles chez Carmignac. Ce risque, il est d'autant plus présent que ce qui a quand même porté la performance des marchés sur ce mois de novembre, c'est ce fameux point de pivot, alors non pas de l'économie, mais des banquiers centraux. Et il y a quand même un risque qui me semble non négligeable, qui est que ces banquiers centraux, ils commencent par faire des baisses de taux une fois que la tendance récessive sera bien plus clairement marquée, d'une part, et puis qu'elles soient assez timides, ces baisses de taux. Parce que, je ne sais pas quelle confiance a M. Powell dans ses équipes et ses équipes d'économistes. S'il a eu aussi tant de mal à lire, on va dire, la trajectoire d'inflation, la trajectoire de désinflation aussi, peut-être qu'il ne leur accordera pas autant de crédit qui serait souhaitable. Oui, il y a ce que disent les règles de la politique monétaire et la manière dont la Fed va agir. Moi, je me souviens sous Yellen, à l'époque, la bataille, c'était la recherche de l'inflation, il faut se souvenir. Et donc, Yellen nous disait, on veut voir l'inflation dans le blanc des yeux. On veut voir le smoking gun de l'inflation. Et là, c'est un peu la même histoire avec l'aspect récessif. C'est-à-dire, tant qu'on ne verra pas un aspect récessif un peu plus, ou un risque récessif un peu plus important, peut-être qu'on ira, mais on ira vraiment à pas de velours. Et il me semble, là aussi, pour faire écho à ce que disait Alexandre, c'est-à-dire que surtout ces différents banquiers centraux qui sortent du bois tout au long de la semaine, il me semble que ce que fait la Réserve fédérale, c'est qu'elle fait une forme de gestion de l'équilibre. On sait à quel point c'est pas évident, mais c'est bien ça qu'elle fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce risque que si elle adopte un ton trop dur, on a un durcissement fort des conditions financières, on connaît la sensibilité, on va dire, des foyers américains à la trajectoire des marchés d'actions, parce qu'ils sont largement investis. Donc, s'il y a une dégradation trop forte des conditions financières, ça peut accélérer cette tendance récessive. Et puis, à l'inverse, on connaît la capacité des marchés, on va dire, à anticiper ce qui va se passer. S'il y a le moindre signal qu'il serait possible que la baisse des taux, elle se fasse, alors c'est quoi, mars avril, ce matin, mars-avril, ça se fasse un petit peu avant, on est prêt à le faire avant. Là, on va avoir une deuxième jambe de baisse des taux avec tout l'impact que ça peut avoir sur les marchés d'actifs risqués. Normalement, la semaine doit être un peu plus calme en termes de prise de parole de banquiers centraux, puisqu'on est dans la période un peu quiet période avant les prochaines réunions, donc ça va s'enchaîner, donc ce sera la semaine prochaine, 12-13 pour la Fed, 14 pour la BCE et pour la Banque d'Angleterre de mémoire. Comment est-ce qu'on gère ce scénario? Comment ce scénario que vous avez décrit pour 2024, comment est-ce qu'il se traduit dans les positions d'investissement, dans le portefeuille équilibré, phare, Carmignac Patrimoine? Donc, on va dire qu'il y a 3 moteurs de performance. Je vais un peu parler du premier, qui est d'abord le moteur taux d'intérêt. C'est-à-dire que là aussi, donc, on prend acte de ce ralentissement de la conjoncture économique, ce scénario que je décrivais. Ce scénario-là justifie qu'on ait des taux d'intérêt, dire qu'ils soient sur des niveaux, en tout cas qu'on ait à toucher le pic de ces taux d'intérêt auxquels je faisais allusion tout à l'heure. Ensuite, la question de où est-ce qu'on veut se positionner sur la courbe des taux. Une fois qu'on a dit qu'on voulait acheter des obligations américaines ou des obligations allemandes parce que c'est un actif refuge et que les niveaux de taux sont élevés, où est-ce qu'on se positionne sur la courbe? Si on achète des maturités entre 0 et 2 ans, on est très tributaire de quand est-ce que la baisse des taux va se matérialiser. Ça équivaudrait à faire une forme de pari en disant, eh bien, la Banque Centrale Européenne, elle baissera ses taux le 7 mars et la Banque Centrale Américaine le 20 mars, ce qui est à peu près anticipé par le marché aujourd'hui. Bon, est-ce qu'on a envie de parier des positions sur un portefeuille sur une date? Je suis même pas sûr que la Banque Centrale Européenne et la Banque Centrale Américaine ne sachent ce qu'elles vont faire à ce moment-là. C'est pas la meilleure des idées à avoir. Donc, sur cette partie de courbe de taux-là, on n'est pas trop envie d'en avoir. À l'inverse, sur des taux beaucoup plus longs, 10 ans, 30 ans, il y a quand même ces problématiques d'offres, d'émissions obligataires. Le rallye obligataire de la semaine, en tout cas des dernières semaines, il s'explique aussi parce qu'on est dans un contexte de faible émission. Les émissions, elles ont été largement préemptées cette année. Au mois de janvier, ça va repartir et ça va repartir très fort. Le déficit américain, moins 3, moins 4%, ça c'est le déficit primaire. Je ne mets même pas la charge de la dette. Si je la rajoute, on est plutôt sur du moins 6.
Et on a émis beaucoup de cours également. C'est beaucoup l'argent placé sur le monétaire, destiné au monétaire, qui est allé financer l'État américain aujourd'hui. Demain, ce sera une autre histoire. Tout à fait. Et on l'a vu, c'est-à-dire que même avec des taux d'intérêt à 5%, il y a eu des adjudications qui ne sont pas très bien passées sur des maturités longues. Donc, même si c'est sur le niveau de taux là, le marché, il dit on ne veut pas acheter d'obligations trop longues aux États-Unis. Donc ça, c'en est un. Ensuite, en Europe, on a l'Italie qui va émettre net, donc j'ajuste des montants de rachat, des obligations qui arrivent à échéance, qui ont mis en plus, et je corrige ça des effets, on va dire, de l'assouplissement quantitatif ou le durcissement quantitatif. L'offre nette ou l'émission nette en Italie, elle fait plus 50% entre 2023 et 2024. On n'est pas là pour appeler sur les Italiens. En France, l'émission nette obligataire ajustée, elle est plus de 30%. Donc ça aussi, il va falloir le digérer. Donc ça invite aussi à avoir une forme de prudence avec ce risque auquel faisait allusion Alexandre, qui est que si les banques centrales elles décident de faire des baisses de taux préemptives, elles ont un très mauvais historique là-dessus. Mais si elles le font, on va avoir des phénomènes de pontification de courbe de taux. Parce que ça voudra dire que l'inflation, ou le spectre de l'inflation, peut repartir. Il pourra repartir. Et donc pour nous, le meilleur point de maturité, c'est le 5 ans. Ça tombe bien, le marché il nous dit baisse de taux en mars, les taux vont baisser de 1,5%, historiquement c'était plutôt moins 4%, et que les politiques monétaires américaines elles vont rester à 4% pour les 10-20 prochaines années. Ça, on a plutôt du mal à l'acheter, et du coup c'est plutôt ces points de maturité-là qu'on achète. Donc ça c'est sur les marchés de taux. Ensuite le marché du crédit, on reste quand même dans un environnement où on a du portage. Et je crois que cette année aussi, on a bien vu qu'en dépit de la volatilité qu'on a pu voir avec les différents épisodes de stress, les marchés du crédit, ils délivrent, en gros, ils font le portage. C'est une très bonne nouvelle. Ça a été difficile en 2021 et 2022. La remontée des taux et la remontée des primes de risque, elle veut dire qu'on est à nouveau rémunéré sur ces marchés-là. Donc on est content d'être alloué et d'être exposé à ces marchés du crédit. Et puis le troisième, c'est les marchés d'actions. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de diversification en termes de performance sur ces marchés actions ? Est-ce que la diversification peut enfin payer à un moment en 2024 ? Je le crois, et je crois deux choses. C'est-à-dire que la diversification, elle peut payer, et la concentration de la performance sur quelques acteurs, elle est dangereuse. Ou en tout cas, elle invite à une forme de prudence. Et donc, une bonne façon de se prémunir à être trop sensible ou trop dépendant des publications de résultats de cette entreprise. Allez, on en rajoute deux sur le traitement de l'obésité, qui sont extraordinaires. Je ne décris pas cette entreprise-là, mais enfin, voilà, c'est en gros... Elle change l'histoire. C'est 5-10 entreprises qui portent l'intégralité de la performance. Ça invite plutôt à essayer d'aller chercher à se désensibiliser de ces entreprises-là. Comment on le fait ? Nous, on pense qu'avoir une approche qu'on appelle de barbell, donc c'est les fameux haltères à la salle. C'est un exercice qui est difficile, comme à la salle de musculation. On pourrait comparer ça à tenir les deux bouts de la chaîne. C'est-à-dire que dans ce scénario que j'écrivais en introduction, donc soit on a cet environnement de Goldilocks, conte de fées, à ce moment-là, il y a de la place pour avoir un peu plus de cyclicité dans un portefeuille action. Nous, on l'exprime via des marchés émergents, parce que c'est ce qu'on sait faire chez Carmignac et qu'on le fait plutôt bien depuis 30 ans. Ça pourrait s'exprimer de façon différente, avec des petites et moyennes capitalisations, avec des entreprises, on va dire, du secteur technologique non profitable, du secteur immobilier, j'en passe. Nous, on le fait via les émergents. Mais ça, c'est un bout de cette chaîne-là. Et de l'autre, il y a cette perspective de la dynamique récessive, elle va prendre de l'ampleur au fur et à mesure que l'année avance. Et donc, acheter des entreprises, de des croissance secteurs visible. Alors, et puis il faut faire attention aussi, c'est-à-dire des entreprises qui sont en être plus résilientes. C'est-à-dire que la croissance, c'est bien. La croissance des bénéfices par action, c'est très bien. Il faut quand même garder à l'esprit que c'est un indicateur qui peut être volatile. C'est-à-dire que si je prends le secteur technologique, auquel faisait allusion Alexandre tout à l'heure, si je regarde les 20-30 dernières années, il y a de la volatilité sur ces perspectives de bénéfices par action. Tout à fait. Alors que sur des secteurs comme les services aux collectivités, la consommation de base, on a moins de croissance embarquée, mais on a beaucoup moins de volatilité. Et donc si on ajuste cette croissance embarquée de la volatilité de cette croissance, on se rend compte qu'en fait, elles ne sont pas si chères. Ils ne sont pas si chers, ces secteurs-là, et dans la santé, dans les services aux collectivités, dans la consommation de la base, il y a des choses à faire. Il y a de la visibilité, de la qualité à un prix un peu plus raisonnable que ce qu'on peut trouver dans le segment FANG ou on tech, parle de du marché. qualité ou de croissance à prix raisonnable. Je parlerai de croissance ajustée des risques à prix raisonnable. Je rajouterai cette formule-là. Et donc, dans Carmignac Patrimoine, c'est 3 moteurs. Des taux plutôt 5 ans, du crédit et des actions plutôt tenir les deux bouts de la chaîne. Les deux côtés.
Merci beaucoup, Kevin. Merci d'être venu évoquer pour nous ces perspectives macro et ces perspectives en matière d'attente de rendement, d'expected returns et donc de gestion de portefeuille pour 2024. Kevin Tauzet, membre du comité d'investissement de Carmignac, qui était avec nous, l'invité de cette demi-heure d'émission. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.